Prendre soin de l'âme, c'est pas simplement l'essentiel de la démarche socratique, c'est l'essentiel de ce qui constitue la philosophie pratique, puisque nous sommes ici dans une école de philosophie pratique, et que le but n'est pas tant de comprendre des choses que d'être capable de les vivre, et surtout de les appliquer au quotidien. Quand on parle de l'âme, aujourd'hui, dans un monde globalement matérialiste, c'est presque un gros mot qui fait appel à des résonances religieuses. Alors pour le resituer de manière simple dans une clé philosophique, considérons ce schéma ternaire de la pensée grecque qui, au lieu d'opposer de manière duelle la matière et l'esprit, tente à voir en l'homme 3 niveaux de réalité. Un niveau de réalité dans lequel il participe du plan des idées, dans lequel il peut méditer sur les causes, sur la racine des choses, et dans lequel, j'y reviendrai, il participe de ce qui est éternel ou immuable. Un plan de soma, ça va donner somatique, comme vous savez, la dimension concrète, qui elle est à l'opposé, c'est-à-dire dans le monde de l'existence, dans le monde de l'espace et du temps. Et enfin, ce monde de psyché, un monde de l'âme, qui est intermédiaire et qui a la possibilité d'être en lien avec les deux. Donc l'âme pour la pensée grecque, pour ce soir c'est un bon support, participe de 2 niveaux de réalité. Elle participe de l'existence, dont on a dit qu'elle était caractérisée par l'espace et le temps, c'est-à-dire les circonstances que nous traversons, et elle participe du monde des essences, c'est-à-dire des idées pures. Pour le dire autrement, la question qui se pose pour la philosophie grecque, c'est celle de la réalité. En fait, plus on monte, plus les choses sont réelles, plus on descend, plus les choses sont illusoires. Pourquoi ? Parce que qu'est-ce que c'est la définition de quelque chose qui est réel ? C'est quelque chose qui ne bouge pas, qui est immuable, stable, pérenne. Et qu'est-ce que c'est quelque chose d'illusoire ? À contrario, c'est quelque chose qui change et qui bouge tout le temps. Donc, le monde de l'existence est illusoire, non pas parce que ce que l'on vit dans le monde de l'existence n'a pas de réalité, mais parce que cette réalité est fugace, bonsoir, impermanente, comme diraient les bouddhistes. Et donc l'âme navigue entre 2 niveaux de réalité, un monde circonstanciel et impermanent, et un monde permanent et idéal. La question, c'est donc le choix que va faire l'âme, et prendre soin de l'âme, c'est lui donner la possibilité de se tourner vers ce qui est permanent, et pas seulement vers ce qui est illusoire. Un des grands pièges de l'existence, c'est le monde des sensations, et nous pouvons avoir des sensations bien réelles, mais elles n'en sont pas pour autant permanentes, et on ne peut pas tirer une quelconque signification de ce que l'on ressent. Nous y reviendrons. L'âme possède donc un pouvoir de conscience, un pouvoir discriminant et un pouvoir de choix. On pourrait dire que ce qui nous rend humains, c'est notre conscience et notre capacité à choisir, c'est-à-dire à agir et pas
à réagir. Si on réagit, c'est par rapport à ce qui se passe. Si on agit, c'est par rapport à des choix qui sont en lien à des principes ou à des lois. C'est donc quelque chose d'assez différent. Le but de la philosophie pratique, c'est justement de prendre soin de l'âme dans le sens de garder cette possibilité d'ouverture, d'émerveillement et de questionnement. Il y a une phrase de Plotin que vous connaissez peut-être, qui est assez explicite lorsqu'on la met en lien avec l'âme. C'est « chaque âme est et devient ce qu'elle contemple ». C'est-à-dire que le regard que nous posons sur les choses nous façonne. Pour le dire autrement, dis-moi ce qui te préoccupe, je te dirai qui tu es. Nous allons passer ensemble une soirée dans le même lieu, mais chacun aura vu, ressenti, perçu des choses différentes. Nous voyons en fonction de notre intérêt. Si on cherche un compagnon, on verra l'éventuelle âme sœur. Si on a faim, on regardera là où il y a à manger. Si on cherche Dieu, on verra de la lumière. Si on cherche du boulot, on verra là où il y a une carte de visite. Donc, il n'y a pas une réalité. La réalité n'existe pas. La réalité, elle dépend très précisément du regard que nous sommes en train de poser sur les choses. Et ce que nous cherchons dans la philosophie pratique, c'est à ce que ce regard reste vivant. Ce qui fait l'animal, c'est sa capacité à s'émouvoir, et ce qui fait l'homme, c'est sa capacité à grandir en conscience. Alors pour éviter les superlatifs et les phrases un peu creuses ou conceptuelles, qu'est-ce que ça veut dire grandir en conscience ? C'est percevoir des choses que l'on ne percevait pas avant. La vie de l'âme, c'est être en mouvement. Si on marche sur un chemin, au début du chemin, on voit des choses. Un peu plus loin sur le chemin, on voit autre chose. Si on reste au même endroit, on voit toujours la même chose. Et je pense qu'on a tous parfois fait l'expérience malheureuse de revoir des gens qu'on n'avait pas vus depuis longtemps et de se rendre compte qu'ils étaient restés au même endroit sur le chemin. Qu'ils étaient en train de raconter la même chose. Et qu'on sait déjà ce qu'ils vont dire parce qu'ils parlent de ce que leur regard voit. Et comme l'âme n'a pas bougé, elle voit la même chose. Donc, bouger, c'est changer notre regard, changer notre perspective, puisque en usant de ce pouvoir de choix et de questionnement de l'âme, nous nous remettons en question en interrogeant notre manière de faire. Est-ce que les choix que nous avons faits dans le monde de l'existence sont en lien avec les idées ou les valeurs avec lesquelles théoriquement nous disons tenir? Toute la question est là. Avancer sur ce chemin, grandir en conscience, se traduit par quelque chose de très beau, de très vital, de très enthousiasmant, c'est avoir de nouveaux problèmes. Eh oui. Puisque on avance sur le chemin, donc on voit autre chose. Donc il y a des belles choses qui apparaissent et il y a des nouvelles difficultés qui apparaissent. La caractéristique de l'endormissement de l'âme, c'est d'avoir toujours les mêmes problèmes. Et donc, ce que nous cherchons dans une école de philosophie, c'est vous créer de nouveaux problèmes. C'est essayer de voir, par la remise en question, de la pertinence de notre regard, de la cohérence entre nos regards
et nos valeurs si nous pouvons avancer un peu plus loin. Vivre selon nos principes nous demande d'intégrer à l'intérieur de nous-mêmes ce que nous avons compris. Depuis l'Antiquité, il y a des penseurs qui critiquent cette manière de faire de la philosophie simplement pour répéter des concepts et des paroles creuses. Je vais vous en donner deux, Épictète et Ethel Soum, qui est plus récente, qui est une juive hollandaise du XXe siècle, qui est morte à Auschwitz. Les deux nous disent la même chose quant à cette nécessité de vivre selon ce que nous pensons juste. Épictète est un peu brutal, il dit « il faut digérer et pas vomir ». Ceux qui reçoivent simplement les principes veulent les rendre immédiatement comme les estomacs malades vomissent les aliments. Digère-les d'abord et ensuite ne vomis pas ainsi, sinon il advient cette chose sale et répugnante que sont les aliments vomis. Le charpentier ne vient pas nous dire « écoute-moi parler de l'art de la charpente ». Il traite pour la construction d'une maison et il fait voir qu'il possède son métier. Alors toi aussi, fais-en autant, mange, bois, pars-toi, marie-toi, et des enfants, occupe-toi de la cité en homme, supporte les injures, supporte un frère ingrat, un père, un fils, un voisin, un compagnon de route. Montre-nous pour tout cela que nous voyons que tu as réellement appris quelque chose chez les philosophes et pas simplement venez et écoutez mes commentaires. Ethel Soum, plus sobre, si on ne cherche pas à mettre le moindre détail de sa vie quotidienne en harmonie avec les grandes idées que l'on défend, ces idées n'ont aucun sens. L'âme vivante apprend à digérer. Pour ne pas vomir, comme disait Épictète. Peut-être c'est Saint-Exupéry qui en parle de la manière plus simple, en disant que l'arbre ne nous redonne pas de la lumière, de l'eau, des sels minéraux, de la terre. Il nous donne des fleurs et des fruits. Donner et restituer implique de transformer ce qu'on a reçu, de le métaboliser pour le faire sien, et je reviendrai dessus, pour se reconfigurer. L'âme endormie entend, écoute. Dans le meilleur des cas, au moins elle a mémorisé, elle vomit, comme dit Épictète, et après elle continue son petit bonhomme de chemin, et elle continue à fonctionner de la même manière. L'âme, je dirais pas éveillée, c'est bien trop, réveillée, on va dire, examine ce qu'elle a vu, ce qu'elle a reçu, ce qu'elle a compris, et cherche à se l'incorporer. Le plus important, philosophie ou pas philosophie, par rapport à l'existence humaine, c'est que nous soyons capables, du point de vue de la conscience, de nous incorporer de nouvelles choses et de reconfigurer nos comportements. Il s'agit de passer de la posture intellectuelle qui consiste à faire allusion à une valeur, à dire « ah, ça, c'est bien », et de continuer à vivre de la même manière, pour intégrer cet élément et reconfigurer nos schémas d'habitude et de comportement. Voilà ce que nous entendons par pratique de la philosophie. Ceci implique tirer l'expérience de ce que nous avons vécu et ensuite mémoriser. Tirer l'expérience tout d'abord, parce que tirer l'expérience n'est pas obligatoire. On confond aujourd'hui avoir une expérience et tirer l'expérience. Avoir une expérience, c'est vivre des faits, une action, des sensations, un événement. Tirer l'expérience, c'est poser le regard de sa conscience sur ce que l'on a vécu et voir si ça fait sens, si ça nous convient,
Si ça ne nous convient pas, qu'est-ce qu'on en apprend? Et si l'expérience était négative et douloureuse, comment intégrer les critères qui vont permettre de ne pas la renouveler? Ça demande de se poser la première question de la philosophie, qui est la question du pourquoi, pour ne pas refaire les choses à l'identique. Tirer l'expérience veut dire sortir du narratif, arrêter de raconter ou de se raconter ce qu'on a fait, pour, sortant du narratif, comprendre le sens de ce que l'on a fait. Une chose, c'est que, regardez, faites l'exercice de vous poser la question de qu'est-ce que vous avez fait depuis ce matin que vous vous êtes levé. Allez, essayez de vous rappeler. Voyez le moment où vous êtes levé, vous avez pris votre petit-déj, à midi, cet après-midi, le chemin pour arriver ici, ce soir. Ça, c'est les expériences que vous avez vécues. Et maintenant, l'autre exercice, c'est quelle expérience vous tirez de ce que vous avez vécu. Ça, c'est l'expérience de la conscience. C'était utile cette journée? Elle a servi à quelque chose? Ou on a simplement fait des échanges gazeux avec l'atmosphère? Ça, c'est la question. Le but de notre approche philosophique, c'est que chaque jour nous voit en chemin, comme on a dit. Donc qu'elle nous permette, ne serait-ce qu'un peu, d'intégrer des nouveaux éléments et de nous faire nous sentir riches de ce que nous avons vécu. La deuxième chose, comme je vous le disais, c'est de garder la mémoire de notre expérience. Et c'est là où la plupart du temps, ça bug aujourd'hui, puisque l'homme moderne est convaincu de sa supériorité et qu'il pense qu'il suffit d'avoir compris. En fait, c'est faux, puisque nous faisons tous les jours, l'expérience d'erreurs, de comportements, que nous renouvelons, bien qu'en ayant de nombreuses fois auparavant fait cette expérience en étant parvenu à la conclusion qu'elle était nocive ou négative. Ce qui nous manque entre les deux, c'est le fait d'accepter que comprendre ne suffit pas et qu'il faut mémoriser. Et là, on rentre dans la philosophie pratique. C'est-à-dire que vivre philosophiquement parlant, c'est chercher à être en permanence contemporain de ce que l'on sait. Le pire, je trouve, c'est de vivre en dessous de soi-même. Et je pense que, comme moi, on ne se sent pas fier quand on fait ce type d'expérience. C'est-à-dire qu'on a des comportements ou qu'on fait des choix qui sont en deçà de ce que nos prises de conscience nous avaient déjà permis de voir. Donc, l'approche de la mémoire, c'est considérer comme faire partie de notre forme de vie philosophique, que chaque jour est une recréation du monde, tout au moins de notre monde. Puisque, comme je vous le disais tout à l'heure, le réel n'existe pas. Il n'y a pas de réel. Il n'y a que l'interaction de notre conscience avec les phénomènes et les circonstances. Donc, quand notre conscience est en train de rentrer en relation avec la réalité, elle le fait avec quel background, avec quel repère intérieur. Garder mémoire, c'est comme lancer à l'aube de chaque journée une nouvelle fois le protocole qui paraît bébête pour un occidental, de se rappeler qui je suis, ce que j'ai compris d'essentiel, ce que je veux faire et ce dans quoi je ne veux surtout pas tomber. Il y a, une renaissance active de la conscience
une recréation non pas du monde, mais de notre monde, qui est le propre de notre pratique individuelle chaque matin. Ainsi, je pourrais affronter la vie avec le regard de ma maturité et pas de mon insouciance. C'est le sens, des aphorismes des Marc Aurèle qui disaient répète-toi chaque matin que tu vas rencontrer un fourbe, un ingrat et un imbécile, ainsi les rencontrant, tu n'en seras point déçu. Ça paraît bête, mais lorsqu'effectivement on voit le fourbe ou l'ingrat et qu'on se rappelle la phrase, on ne réagit pas de la même manière que si on était en train de réagir émotionnellement. On réagit avec notre conscience et avec ce que l'on sait déjà. Donc on reviendra dessus, prendre soin de l'âme n'est pas quelque chose d'abstrait, de conceptuel et de fumeux. C'est faire revenir sur le devant de la conscience chaque jour le plus haut des expériences que nous sommes parvenus à synthétiser pour vivre avec le plus haut de nous-mêmes et pas avec le plus bas de nous-mêmes. Tout se joue donc en amont dès la journée lorsque nous sommes en train de redémarrer notre propre processus. L'âme participe donc, comme nous l'avons dit, du plan des réalités permanentes et en même temps du plan des choses éphémères, des habitudes, des mécanismes. Disons qu'on pourrait dire que cette partie la plus mécanique et pas la plus noble de l'âme est notre moi personnel. Il n'y a dedans pas de choix conscient, simplement des habitudes mémorisées pour nous faire économiser de l'énergie, des besoins de protection, des choses archaïques, un peu ataviques, et pas forcément intelligentes. Notre moi personnel, la plupart du temps, puisque théoriquement, ça serait le but de l'éducation philosophique, notre moi personnel, la plupart du temps, n'est pas éduqué. Lui, ce qu'il aime, c'est le confort. Il voit aucun problème au chaos ou à la nonchalance, et fondamentalement, tout effort lui coûte. Le problème, c'est que agir en pilote automatique avec le moi personnel nous empêche de prendre soin de l'âme tel que nous venons de le voir, puisque ceci demande une action consciente et délibérée. Donc, prendre soin de l'âme, c'est relier ces puissances qui sont en nous, ces puissances de désir ou de raisonnement, mais les mettre en lien avec l'intelligence. Est-ce que certains connaissent l'étymologie du mot intelligence ? L'intelligence, ça vient d'interliguer, relier les choses entre elles. C'est donc très différent de la culture ou de la connaissance. C'est une capacité à relier qui mène à un eureka. L'acte d'intelligence permet une appropriation des choses. Peut-être des milliers de personnes ont fait cette découverte avant moi, mais le faisant, elle s'incorpore en moi. Donc, ce qui est important pour notre pratique philosophique, c'est de travailler à faire nos choix avec intelligence, et ensuite, le plus difficile, le plus douloureux, de parvenir à nous obéir. Deux prérequis. 1. Faire nos choix avec intelligence, en reliant les choses par rapport à nos idées et nos valeurs, indépendamment du plaisir ou du déplaisir qu'il y aurait à faire telle ou telle chose,
Et je vous assure que c'est déjà un exercice en soi que de ne pas laisser notre moi personnel pédaler à toute vitesse pour essayer de voir qu'est-ce que va vouloir dire le lien que je suis en train de faire et l'inconfort ou le confort potentiel de telle ou telle décision. Restez neutre, cherchez simplement à comprendre les choses, voir ce qui serait juste selon nos critères, et ensuite, c'est là où tout commence par rapport aux soins de l'âme, apprendre à nous obéir. Le moi personnel fonctionne un peu comme un seul gosse. C'est un enfant qui cherche avant tout le plaisir et fuit l'inconfort. Donc, le soin de l'âme, c'est assumer que nous avons tous un petit élève, un petit disciple, un petit enfant à former à l'intérieur de nous-mêmes, et que c'est notre propre monde d'habitude, notre propre moi personnel. Et c'est là où se trouve la bataille, c'est là où se trouvent les conflits qu'il nous faut assumer. C'est pour ça que sur le titre de la conférence, on avait mis en sous-titre le guerrier intérieur, pas pour jouer les Rambo, mais pour assumer qu'il n'y a pas de réelle posture philosophique qui n'implique assumer les conflits. Et bon, les conflits, c'est un mot, euphémisant pour parler de la guerre, quoi. C'est comme aujourd'hui, on ne dit pas le ministère de la guerre, on dit le ministère de la Défense. Donc là, c'est pareil, on ne dit pas la guerre intérieure, parce que ça fait peur, on dit les conflits. Mais en fait, il y a une guerre à l'intérieur de nous-mêmes entre ces différentes tendances. La tendance mécanique de l'instinct de conservation, puisque ne nous prenons pas pour ce que nous ne sommes pas, au travers de tout ce monde psychosomatique, nous avons une dimension animale qui est fort bien intégrée à l'intérieur de nous. Et je pense qu'on a tous rigolé en regardant comment le chien suit des yeux ce qu'on est en train de manger, ou comment est-ce qu'il est en train de s'agiter au moment de partir se promener, et qu'on s'est tous rendu compte, sans le dire peut-être, qu'on fonctionnait parfois un peu pareil. Donc, il est important de comprendre que cette dimension fonctionne en pilote automatique à l'intérieur de nous-mêmes. Il n'y a pas besoin d'intelligence pour saliver quand on a faim si on sent une bonne odeur. C'est tout le fonctionnement intégré de notre moi personnel. Donc, s'obéir, c'est mettre au plus haut notre dignité quant au fait de faire ce que nous-mêmes, et pas les autres, ce que nous-mêmes avons choisi comme juste. L'éveil du soin de l'âme, le contraire de cela, c'est la négligence intérieure. Cette négligence, on va en parler, elle nous conduit à la faiblesse. C'est considérer qu'il nous suffit d'avoir compris, et qu'ayant compris, ce n'est pas la peine de s'embêter d'autre chose, et vivre dissocié avec des beaux discours d'un côté et un pilotage automatique de l'autre, sans réelle capacité à changer nos habitudes. Ce combat intérieur, comme je vous le disais tout à l'heure, il est en lien avec nos sensations. Puisque les deux parties qui s'affrontent à l'intérieur de l'âme, c'est d'un côté la dimension concupiscente et désirante. Bon, j'ai envie de faire cette chose-là. Pour faire simple, le moi personnel travaille dans une logique basique. J'aime, j'aime pas. Voilà, point barre. Donc, j'ai envie de faire cette chose-là. Et
L'autre tendance supérieure à l'intérieur de l'âme cherche, elle, à avoir conscience et à décider en fonction de la conscience. Quand le soin de l'âme est absent, l'instinct des conservations va prendre le dessus et va apparaître la faiblesse. La faiblesse, non pas dans une clé psychologique, hein, la psychologie n'est pas la philosophie, donc pas dans une clé psychologique, mais je dirais dans une clé métaphysique. La faiblesse, c'est ce qui naît du désir de sensation et de bien-être. Comme l'âme est insuffisamment éduquée et qu'elle ne cherche pas à se relier aux réalités qu'il y a à l'intérieur d'elle-même, comme elle ne trouve pas le bonheur, si on veut dire, le bien-être, ou il vaudrait mieux dire être bien, comme elle ne trouve pas la sérénité en elle-même, eh bien, elle va chercher des formes de bonheur et d'apaisement dans le monde des sensations. Et alors vient la quête de bien-être. Et bon, mais là, la quête de bien-être, comme dirait Zola, c'est l'assommoir. C'est-à-dire que l'âme devient de plus en plus engourdie et incapable de facultés discernantes. Le problème, pour la philosophie pratique, n'est pas le bien-être, mais la quête de bien-être. Si la vie nous donne l'opportunité d'avoir des circonstances favorables, mieux vaut être confortablement assis, qu'il fasse plutôt chaud et avoir le ventre plein, plutôt que d'être dans des conditions terribles. Mais l'opposé, donner au sens de notre vie le fait de n'avoir que des conditions agréables, de n'avoir que le ventre plein, que de ne pouvoir être habillé que d'une manière qui nous convienne, que de n'avoir le rythme de vie que nous cherchons, que d'avoir simplement des choses qui nous amèneraient le niveau de confort qui nous paraît nécessaire. Ceci est le contraire du fait de prendre soin de l'âme. C'est-à-dire, la quête de bien-être mène à l'engourdissement de l'âme, puisqu'elle vise à chercher à l'extérieur ce qu'on n'a pas su, pas voulu, ou pas eu le courage de chercher à l'intérieur. Quand la faiblesse prend l'âme, quand la personne est prisonnière de la faiblesse, cela se caractérise par une grande lassitude, une incapacité à mobiliser la volonté. On se sent là, on se sent fatigué. Pas simplement, mais aussi d'un point de vue physique, mais aussi d'un point de vue psychique, d'un point de vue mental. La manière la plus simple, du point de vue de l'éducation, de combattre la faiblesse, c'est la responsabilité. La manière la plus adéquate de lutter contre ce sentiment de déliquescence qui nous mène à chercher toujours à l'extérieur, c'est d'assumer peu à peu la responsabilité, puisque là on ne peut pas dépendre de l'extérieur. Si on est responsable, il nous faut trouver en nous les ressources pour faire ce que l'on a à faire. Alors, soyons vigilants par rapport à cette idée de prendre soin de l'âme, puisque nous sommes, je ne vous fais pas la pub, dans la civilisation du bien-être, et que tout le discours, le slogan et l'environnement intellectuel et psychologique dans lequel nous sommes ressasse en permanence cette quête de bien-être. Donc, soyons vigilants pour distinguer les problèmes.
la quête de bien-être qui entraîne le manque de soins de l'âme va avoir des conséquences. D'un point de vue psychologique, ce manque de soins de l'âme, ce besoin excessif de bien-être, mène à la peur de tout engagement, à la fuite de toute préoccupation. Vous savez, le fameux être cool, qui peut apparaître comme sympathique, comme ça, de prime abord, mais qui cache une difficulté à la confrontation. En fait, on refuse de souffrir, et plus on refuse de souffrir, plus on souffre, plus c'est la machine à claques. Alors que la philosophie classique nous dirait plutôt qu'on ne peut pas contrôler, gouverner, maîtriser tous les vents et les courants, mais qu'au contraire, il nous faut, et c'est là notre maturité, apprendre à faire et à agir avec les aléas que nous allons rencontrer. Et la faiblesse sur le plan mental, pour la reconnaître lorsque nous la voyons, c'est le fait de chercher à ne pas penser. Vous savez, le fameux « faut pas se prendre la tête ». Le refus d'examiner mentalement les choses avec notre conscience. Les idées nous dérangent parce qu'elles amènent des remises en question. Et quand les questions sont sans réponse, apparaît de l'angoisse ou de l'agitation. Alors on dit, faut pas se prendre la tête. Mais ce faisant, on évacue précisément le soin de l'âme qui, lui, nous demande, face à l'action, de remonter à l'intelligence et ensuite, une fois les choix faits, pour relever ce défi de s'obéir, développer le courage. Le courage, c'est la force du cœur. L'étymologie de courage, c'est corps agere, c'est agir avec le cœur. Et pour les anciens, le cœur n'est pas le cœur guimauve ou sentimental. Le cœur, c'est le centre de l'âme. Donc, la manière de résister, c'est d'agir avec le centre de l'âme, développer le courage, accepter le conflit pour pouvoir nous mettre en mouvement. Et on peut dire que l'éducation au courage fait partie du soin de l'âme. Puisque ce qui endort l'âme, c'est le connu, le même, le semblable. La répétition des journées dans lesquelles, de manière mécanique, on pense la même chose, vit la même chose et ressasse la même chose. Et pour se réveiller, il faut prendre d'autres chemins. Et pour cela, il faut du courage. Il faut commencer par des petites choses. J'imagine que chacun va au boulot ou à la fac. Enfin, on va tous quelque part chaque jour. Alors si il vous reste quelque chose de la conférence et que vous avez envie de pratiquer, demain, pour aller là où vous allez toujours, prenez 15 minutes de plus et prenez un autre chemin. Et regardez. Regardez les gens. Regardez ce que ça vous fait de prendre un autre chemin. Regardez ce que ça vous permet de comprendre ou ce à quoi ça fait réfléchir. Et vous dites pas je le ferai demain parce que là j'ai pas le temps, je suis pressé. Parce que demain, vous savez quoi? Dire la même chose. Et on restera dans les circuits d'habitude ou du connu qui sont ni plus ni moins la caverne platonicienne, un monde de sensations basé sur le confort et l'exploitation de la faiblesse. C'est pour ça que le courage, le premier acte de courage de l'âme pour se réveiller, c'est
de ne pas demander de temps. Parce que quand on comprend quelque chose, la première réaction, c'est de dire « Ah ouais, c'est pas faux son truc, je le ferai quand j'aurai le temps. » Le moi personnel, cette partie inférieure et pleine d'automatisme de notre conscience, elle a une caractéristique, et c'est à cela que vous la reconnaîtrez, elle demande toujours du temps. Et l'âme, dans sa capacité à choisir, elle est capable de faire maintenant. Hic et nunc et semper. Ici et maintenant, maintenant et toujours. On décide, on fait, sans poser des cahiers des charges, sans poser des conditions, sans repousser. Ceci fait partie du soin de l'âme, c'est-à-dire de détacher peu à peu les tentacules et le côté calculateur qui enfonce en permanence la conscience. Pourquoi ne pas demander de temps? Parce que le temps, nous l'avons. Et il y a un aphorisme oriental que j'ai pas le temps de développer, mais qui mériterait une soirée entière et qui est pour moi une des plus belles rencontres de la philosophie. C'est cet aphorisme qui dit que le temps est l'espace de la conscience. Le temps est l'espace de la conscience. Dans le monde extérieur, l'espace, c'est des murs, des clôtures qui les définissent. On peut dire, cette pièce, elle fait temps par temps. Mais comment on fait pour mesurer l'espace, non pas extérieur, mais l'espace intérieur? L'espace intérieur de chacun, il est fonction du temps qu'a chacun. Il y a des gens qui n'ont jamais le temps. Et du coup, quand ils sont là, même quand ils sont jamais là. Parce que ils sont toujours pressés. Ils sont toujours agités. Ils sont toujours indisponibles. Et une des premières questions que j'ai posées à mon maître de philosophie quand j'avais 20 ans, c'est à quoi est-ce qu'on reconnaît un maître en philosophie? Quelqu'un qui a pratiqué tout le temps, ça doit bien se voir à quelque chose de concret. Et la réponse qui m'a été donnée, c'est à sa disponibilité. Et paradoxalement, je l'ai vécu en termes d'expérience toute ma vie, plus les gens sont grands, plus apparemment ils portent des responsabilités, pourtant plus ils sont disponibles. C'est-à-dire plus ils sont en capacité d'accueillir l'autre en étant présent. Je reviendrai dessus. Et le contraire est vrai. L'indisponibilité, le fait de demander toujours du temps, n'est que la conséquence de notre agitation intérieure. Alors, d'où vient cette agitation qui ensuite peut confiner à l'anxiété? Elle vient de l'agitation de notre petit moi personnel, de sa peur, de ses désirs, de ses passions. J'entends pas là la passion au sens noble comme la passion de la musique, mais le fait de s'obséder des choses jusqu'à vouloir avoir le résultat. Et comment on sort de l'anxiété ou de l'agitation? Je vous parlais tout à l'heure de la responsabilité, par la responsabilité. Il est bien d'apprendre à être responsable. Mais il y a une responsabilité particulière et qui est importante pour nous en tant qu'apprentis philosophes, mais elle est exigeante. C'est d'assumer d'être responsable de son état intérieur.
Disons, si je vous dis la vérité de ce que je pense, c'est que à chaque fois que nous invoquons les circonstances pour expliquer pourquoi nous ne sommes pas dans le bon état, nous sommes en train de nous mentir. Parce que les circonstances ne sont que le reflet ou la conséquence de nos propres actes. À chaque fois que je suis mécontent de ma propre vie ou que j'ai l'impression que les choses ne vont pas comme elles veulent, c'est-à-dire que le moi personnel prend la main et se victimise, je me rappelle quelque chose que je vous passe comme astuce. C'est demander si quelqu'un d'autre, face aux mêmes circonstances que nous, aurait les mêmes problèmes. Et la réponse est immédiate. Il y en a qui en auraient beaucoup plus et d'autres beaucoup moins. Et là, encore une fois, on comprend qu'il n'y a pas de réalité. Il n'y a que notre réalité, c'est-à-dire notre interface avec la réalité apparente des circonstances. Et donc la responsabilité que nous vous proposons, pour ceux qui veulent continuer au travers des ateliers philo et faire ce cycle avec nous, la responsabilité qu'on se propose, c'est d'être responsable de l'état de sa conscience. Ne pas s'autoriser à être déprimé, à agiter, en faisant la victime et en considérant qu'il serait légitime en plus d'être altéré au travers des circonstances que nous avons vécues. Mais qu'au contraire, il est illégitime et indigne de se servir à nous-mêmes des carabistouilles et des menteries, que c'est faux, et que bon, mais il s'agit simplement de se recentrer, de refaire acte d'intelligence, de refaire émerger le courage et de se redresser pour pouvoir assumer notre responsabilité par rapport à nous-mêmes. Accepter notre responsabilité veut dire reconnaître qu'il y a des situations objectivement difficiles pour nous. Celles qui sont objectivement difficiles pour moi ne le sont peut-être pas pour vous, et vice-versa. Mais nous avons tous un certain nombre de circonstances que je pense on a tous bien repérées, qui sont un peu des pentes savonneuses, quoi. C'est-à-dire que quand on se retrouve dans cet état-là, généralement, ça finit mal. On enclenche la machine à claques. Donc, ces éléments, si nous les regardons, sont la plupart du temps en lien avec des passions. Pour le dire un peu moins joliment, avec des formes d'avidité. C'est-à-dire avec des choses que nous cherchons absolument à avoir et dont nous n'arrivons pas à nous détacher. C'est-à-dire que nous voulons posséder. C'est-à-dire dans lequel on est en train de travailler en mode avoir plutôt qu'en mode être. La clé par rapport à ces passions désirantes et ces petites formes d'avidité un peu compulsives, c'est d'accepter de nous poser des limites. C'est de dire, là, je fais ce que j'avais décidé. Je ne transige pas, comme on disait tout à l'heure, je m'obéis. Je ne transige pas par rapport à ce que j'ai compris. Je le fais. Le fait de poser des limites, paradoxalement, nous fait toucher à l'illimité. La limite marque un seuil. Si je me limite et que j'accepte ce seuil, paradoxalement, derrière ce seuil, il y a l'illimité. A contrario, si je refuse
de me donner la moindre limite et que je fais que ce que je veux, quand je veux et quand j'en ai envie, la seule chose à laquelle je touche, c'est à l'inflation démesurée de mon moi personnel et de mon égotisme. En acceptant de me donner des limites, c'est pas très attractif apparemment, dit comme ça, mais en acceptant de me donner des limites et de me contraindre par rapport à ce que ma propre conscience ne considère pas comme si valable que cela, en me donnant des limites, j'accède à une possibilité de toucher à l'illimité. Et de la même manière, à l'envers, la difficulté à se poser des limites, si on est honnête, ne vient pas simplement d'une difficulté à s'obéir, mais aussi, à mon avis, d'une peur de l'illimité. La meilleure manière de ne jamais être confronté à l'inconnu, au mystère, aux grandes questions métaphysiques, c'est de rester en permanence enfermé à l'intérieur des préoccupations de son moi personnel et de dire avec panache qu'on ne veut pas se prendre à la tête. On se la prendra à l'intérieur de nos limites, en restant enfermé à l'intérieur de ce que l'on connaît déjà. Donc gardons en mémoire que la limite et l'illimité, ce sont les deux faces d'une même monnaie, une frontière, un seuil, une charnière entre deux réalités. Et que donc accepter de se faire plaisir et vouloir se faire du bien, chercher le bien-être à tout prix comme on nous le promet comme une nurse à son enfant de manière sucrée en permanence aujourd'hui, n'est pas forcément un bien absolu, et que l'exigence et la limitation n'est pas forcément un mal absolu du point de vue qui nous préoccupe, à savoir prendre soin de l'âme. En fait, la seule chose qui nous importe dans cette clé, c'est de transgresser nos limitations. Et pour transgresser nos limitations, c'est-à-dire nos excès de passion et d'omnubilation, eh bien, il va falloir accepter de poser des limites. Je clôturerai avec une synthèse. Tout ce que nous venons de dire a trait avec ce que les anciens appelaient la vie intérieure. La vie intérieure, c'est la vie de l'âme. C'est l'espace intérieur à partir duquel on est en train de regarder les choses. Comme nous sommes incroyablement extérieurs à nous-mêmes, dans certaines traditions philosophiques, on considère l'homme comme une sphère, et on pourrait dire que l'homme extérieur, le moi personnel, le moi d'habitude, c'est la surface de la sphère, et que l'âme ou le moi profond, c'est le centre de la sphère. Et nous sommes conditionnés à penser qu'on doit être soit dans un endroit, soit dans l'autre. Et que si on est en train d'agir ou que si on est au boulot, on est en train de faire quelque chose et qu'on ne peut pas faire autre chose. Il n'y a rien de plus faux. Je vous propose de faire un petit exercice. Réfléchissez à un moment particulièrement difficile et douloureux que vous avez vécu. Essayez d'aller chercher l'image dans votre mémoire. Et continuez à me regarder, m'écouter. On est toujours là, mais
vous avez ce moment un peu raide de la mémoire qui est dans la conscience. Maintenant, allez chercher un moment qui était un moment de grande joie et de grande élévation. Ça y est, vous l'avez ? Et continuez cette fois-ci à écouter et à être présent en le projetant. Cet exercice a une clé importante. Comme on a dit que le temps était l'espace de la conscience, il faut essayer de comprendre de l'intérieur que les moments que nous avons vécus ne sont pas des moments dans l'histoire. Ce n'est pas des choses passées. Les moments que nous avons vécus sont des espaces à l'intérieur de nous-mêmes. Donc, si à un moment donné, nous avons vécu une grande joie, une grande sérénité, un grand moment d'élévation, ne pensez pas que c'était, oui, dans ce moment, avec un tel, où il s'était passé ça, où il y avait eu ça. Bon, ça c'est la vision populaire, extérieure, la littérature, le côté narratif. Mais philosophiquement, c'est une erreur monstrueuse. Certes, à ce moment-là, il y a des choses qui vous ont aidé à vivre ça. Mais votre conscience, elle a été dans un lieu qui était à l'intérieur de vous-même. Et nous pouvons choisir de revenir consciemment dans tout lieu intérieur dans lequel nous avons déjà été. Et la vie intérieure, c'est faire dialoguer les circonstances que nous vivons avec cet espace à l'intérieur de nous-mêmes. Il y a des études, aujourd'hui, il y a un bouquin de Fourquet qui vient de sortir, qui explique que la plus grande préoccupation des Français, c'est la sphère individuelle, et qu'une des raisons pour lesquelles les Français n'ont pas été votés aux dernières élections, une grande partie, c'est parce qu'il faisait beau, alors ils se sont fait un barbecue. Et tout le monde est très préoccupé de son espace de vie familiale, de son espace extérieur individuel. Pour la philosophie pratique, ce qui est important, c'est de prendre soin de notre espace intérieur. Regardez, nous sommes dans un lieu qui est chaleureux, blanc, bois, du rouge. Le même moment, dans un espace différent, nous ferait vivre les choses différemment. Alors, puisque nous nous préoccupons de l'espace extérieur, préoccupons-nous et apprenons à construire l'espace intérieur, c'est-à-dire celui avec lequel nous allons vivre les circonstances en les croisant. Le travail philosophique, c'est de pas tant se préoccuper de l'espace extérieur et de davantage se préoccuper de l'espace intérieur. Il y a quoi dans l'espace intérieur de chacun ? Au degré zéro de la philosophie et au degré maximum de l'endormissement de l'âme, il n'y a rien d'autre à l'intérieur que ce qui se trouve à l'extérieur. C'est-à-dire que l'âme, elle a fait le ramasse-miettes et elle a pris tout ce qui s'est passé à l'extérieur, qu'elle va un peu comme les herbivores, digérer, comme ça, ruminer. Et il n'y a rien d'autre à l'intérieur que ce que nous avons croisé avec la conscience dans l'extérieur. A contrario, le soin de l'âme, c'est commencer consciemment à construire un espace à l'intérieur de nous-mêmes qui justement n'est pas ni submergé ni habité par les circonstances. Et que cet espace soit en lien avec ce qui nous est le plus cher intérieurement, ce qui a le plus de sens pour nous. Et qu'alors, le démarrage de chaque journée puisse être très opérationnellement, non pas un blabla intellectuel, mais la reconvocation, la réactivation à l'intérieur de nous, de cet espace intérieur, pour pouvoir affronter les circonstances avec
cet espace intérieur et dialoguer à partir d'elle. Alors naît ce que l'on appelle la vie intérieure, c'est-à-dire la vie de l'âme. Un véritable dialogue intérieur. Dialogue, dia, ça ne veut pas dire deux, ça vient du grec, ça veut dire à travers. Le dialogue, c'est le verbe, la pensée qui va vers la profondeur. Et le propre de l'âme qui se réveille et le propre du soin de l'âme, c'est de développer le dialogue intérieur. Et c'est ce que nous cherchons à faire fondamentalement au travers de la pratique philosophique à ramener à notre vécu quotidien. Je vais m'arrêter là pour qu'on puisse clôturer.